Bon. Alors je crois que nous allons continuer. Bertrand Millat va prendre le relais. Donc je vais demander à M. Charles Sabag de Amiens d'avoir la gentillesse de nous présenter l'effet de l'administration d'une antibiothérapie post-opératoire sur le taux d'infection post-opératoire après cholécystectomie pour cholécystite aiguë lithiasique de grade 1-2. Messieurs les académiciens, merci de nous accueillir, merci de me permettre de présenter cette étude qui a été pensée par mon maître, le professeur Régimbaud, par le docteur Fuchs, qui a été maturé au cours des séminaires French et qui finalement n'a pu avoir lieu que grâce au concours des centres French qui ont participé. Alors la cholécystite, mais finalement, en France, 37 500 cholécystectomies sont réalisées par an, cholécystectomie pour cholécystite aiguë lithiasique, et ce chiffre est en constante évolution, en augmentation, à tel point que cette augmentation avait fait l'objet d'une note de problématique pertinence par l'HAS. Et quand on regarde finalement la physiopathologie de la cholécystite, eh bien on se rend compte que le point de départ de cette infection est une obstruction du canal cystique qui est responsable d'une stase biliaire. Puis, secondairement, il y a un phénomène de cascade, de phénomènes inflammatoires, ischémiques, nécrotiques, et que seulement après tout ceci survient la prolifération bactérienne. Et donc, il y a déjà la notion que l'infection arrive secondairement dans la cholécystite. Et évidemment, ça justifie donc complètement l'interrogation sur la prescription d'une antibiothérapie systématique après cholécystectomie. Ce qui est intéressant dans cette pathologie, c'est qu'il y a des recommandations internationales qui ont le mérite d'exister et qui sont utilisées. Et donc finalement, c'est une base solide pour l'écriture d'une étude. Et quand on regarde ces recommandations internationales, nommées les Tokyo Guidelines, eh bien la cholécystite était finalement répartie en 3 grades. Les formes les plus sévères étaient les cholécystites aiguës de grade 3, qui correspondaient aux cholécystites avec défaillance d'organes. Il y avait ensuite les grades 2 qui correspondaient aux formes modérées. C'était en fait les cholécystites avec des signes d'inflammation marqués, une durée d'évolution des symptômes supérieure à 72 heures, une hyperleucocytose supérieure à 18 000, une masse de l'hypochondre droit et des signes en faveur d'une péritonite biliaire. Et enfin, la forme la plus bénigne était la cholécystite aiguë de grade 1. Et en fait, il s'agit d'une forme d'exclusion. Et donc, c'est l'ensemble des cholécystites à l'exclusion des grades 3 et des grades 2. En fait, 90% des cholécystites sont de grade 1-2 et il s'agit d'une affection bénigne puisque lorsqu'on opère ces patients, 90% des suites opératoires sont simples. Alors, finalement, il s'agit d'une pathologie dont on a l'impression de tout connaître, mais quand on regarde la littérature, finalement, peu de choses sont factuelles. Et le principal point factuel est en fait la nécessité de réaliser une cholécystectomie par cystoscopie de façon précoce. Et quand on regarde les données pré- et per-opératoires, eh bien tout le reste était basé sur finalement assez peu de choses, que ce soit la nécessité ou pas d'un drainage abdominal en fin d'intervention ou la nécessité d'une antibiothérapie post-opératoire. Alors concernant l'antibiothérapie post-opératoire, lorsqu'on regarde les recommandations de la SFAR et les recommandations des sociétés internationales, eh bien finalement la nature de l'antibiothérapie reposait essentiellement sur la gravité de la cholécystite et donc le grade du Tokyo Guidelines, grade 1 et 2 ont donné un certain type d'antibiothérapie, grade 3 un autre type d'antibiothérapie et ça reposait aussi sur la présence ou pas de facteurs de risque d'infection à BLSE. Autre point éminemment discutable, c'est la durée de l'antibiothérapie post-opératoire. Et à nouveau, quand on regarde les recommandations de la SFAR et des sociétés internationales, eh bien, cette durée d'antibiothérapie était extrêmement variable. Durée d'antibiothérapie extrêmement variable, à tel point qu'elle varie entre 2 et 7 jours selon les recommandations, et que la problématique principale, c'est que, évidemment, si cette durée est variable dans les recommandations, elle l'est aussi dans les services. Et dans le service, une semaine, un patient A, avec un chirurgien, sortait avec 2 jours d'antibiotiques. Le même patient, une semaine après, avec le même chirurgien, sortait avec 5 jours d'antibiotiques. Et c'est finalement ce point
qui avait finalement donné l'idée à M. Régimbaud de la nécessité d'une étude sur la durée et la nécessité ou pas d'une antibiothérapie post-opératoire pour cholécystite. Donc cette étude, dont l'acronyme est APCAL, évaluait la place de l'antibiothérapie post-opératoire dans la cholécystite aiguë lithiasique de grade 1-2. Il s'agit d'une étude qui a été financée par le PHRC national en 2009. Il s'agissait d'une étude, une étude prospective randomisée de non-infériorité qui comparait l'absence d'antibiothérapie post-opératoire versus augmentin pendant 5 jours. Le critère de jugement principal était l'infection, le taux d'infection post-opératoire, qui est finalement une entité qui regroupe les ISO et les infections à distance. La borne d'infection post-opératoire était à 18,5%, avec une borne de non-infériorité à 11%. 17 centres French ont participé à l'étude. Il était nécessaire de randomiser 414 patients. Il était prévu une durée d'inclusion de 2 ans, et grâce au dynamisme des centres French, eh bien, cette période d'inclusion a été respectée. Donc les premiers résultats de cette étude, 85% des patients étaient opérés sous célioscopie. La cholécystectomie était complète dans 95% des cas. Dans 70% des cas, il était réalisé une cholangiographie péropératoire. La vésicule biliaire était perforée dans 40% des cas. Il était réalisé un drainage de la cavité abdominale dans 57% des cas, et je reviendrai plus tard sur cet élément. Et la durée opératoire était de 102 minutes. Le premier point intéressant, c'est que dans le cadre de ce PHRC, il avait été demandé au centre de réaliser de façon systématique un prélèvement de la bile, et finalement les résultats étaient que dans 60% des cas, la bile était stérile, et donc finalement ça valide la physiopathologie et donc le fait que l'infection arrive secondairement en cas de cholécystite. 30% des patients avaient une résistance à l'antibiotique qui était proposé dans le cadre de cet essai prospectif randomisé, donc résistance à l'augmentin. Et lorsque les patients avaient une bile infectée, dans 70% des cas, il s'agissait d'une entérobactérie, et dans 30% des cas, il s'agissait d'un bacille gram positif. Donc voici le résultat principal de l'étude. Donc quand on regarde le critère de jugement principal en intention de traiter, 414 patients ont été analysés. En per protocole, 338 patients. Le taux d'infection post-opératoire dans le groupe absence d'antibiotiques était de 13% versus 14% dans le groupe antibiotique. En per protocole, 12,7% d'infection post-opératoire dans le groupe absence d'antibiotiques versus 13% dans le groupe antibiotique. Et donc l'absence d'antibiothérapie n'était pas associée à une augmentation des infections post-opératoires. Quand on regarde ensuite la durée d'hospitalisation, il y a bien ici 2 courbes représentées. La première courbe en bleu est la courbe d'hospitalisation du groupe antibiotique, et en rouge, il s'agit de la courbe d'hospitalisation du groupe absence d'antibiotiques. Comme vous le voyez, ces courbes sont parfaitement superposables, et donc il n'y avait pas de différence en termes de durée d'hospitalisation entre les 2 groupes. Dans cette étude, la mortalité post-opératoire était de 0,2%. La durée d'hospitalisation moyenne était de 5 jours. Elle était significativement différente en fonction d'une infection post-opératoire ou pas. 3 jours d'hospitalisation s'il n'y avait pas d'infection post-opératoire versus 6,5 jours en cas d'infection post-opératoire. Le taux de réadmission était de 6%. La faisabilité du protocole, c'est-à-dire finalement le nombre de patients inclus par rapport au nombre de patients qui étaient hospitalisés pour cholécystite, était de 63%, et l'applicabilité du protocole était de 90%. Quand on regarde les suites opératoires des patients qui ont eu des complications dans le groupe absence d'antibiotiques, elles étaient similaires aux suites opératoires des patients qui avaient des complications dans le groupe antibiotique. De la même façon, lorsque l'on regardait les suites opératoires des patients dans le groupe antibiothérapie qui avaient une résistance à l'augmentin, eh bien, les suites opératoires de ces patients étaient similaires aux suites opératoires des patients du groupe antibiotique qui n'avaient pas de résistance. En analyse multivariée, les facteurs de risque d'infection post-opératoire étaient une glycémie supérieure à 6,1 mmol par litre à l'entrée et la réalisation d'une laparotomie. Par contre, l'antibiothérapie post-opératoire ne ressortait pas en analyse multivariée. Et donc finalement, cette étude apporte quelque chose d'autre de factuel, c'est que
après cholécystectomie précoce sous célioscopie pour cholécystite, il ne faut pas donner d'antibiothérapie post-opératoire lorsque la cholécystite est de grade 1 ou 2. Donc les résultats principaux, donc, je vous l'ai montré, pas de différence en termes d'infection post-opératoire, mais on a vu que dans la population, 57% des patients étaient drainés, et donc on peut s'intéresser à un autre élément qui est la nécessité ou pas du drainage en cas de cholécystectomie pour cholécystite. Quand on regarde les données de la littérature, il n'y a pas réellement de consensus. Les recommandations de la SFCD en 1999, finalement, recommandaient de réaliser un drainage au cas par cas. Il y a une Cochrane, mais avec des études anciennes et pas de cholécystite, et donc il y a un réel intérêt à étudier la nécessité ou pas du drainage. Donc, il s'agit d'une étude ancillaire d'APCAL, rétrospective de non-infériorité, avec un appariement. Le critère principal était le taux d'infection du site opératoire. Les critères secondaires étaient des critères de morbidité post-opératoire, de durée d'hospitalisation et de réadmission. Et quand on regarde, finalement, quand on fait un calcul post-hoc de puissance pour estimer donc, notre possibilité de répondre à cette question, mais la puissance était de 84%. Au total, de façon simplement exploratoire, on se rend compte que les patients qui sont drainés correspondent finalement aux patients les plus graves. Il s'agissait d'hommes âgés, diabétiques, avec des antécédents d'infarctus du myocarde, qui avaient le plus souvent des cholécystites aiguës de grade 2. Mais par contre, quand on regarde les groupes sans et avec drainage, eh bien, la randomisation était effectuée de telle sorte qu'on avait un équilibre entre les groupes en termes d'antibiothérapie. 51% dans le groupe sans drain avaient des antibiotiques et 49% dans le groupe avec drain. Donc voici les résultats. Quand on compare les deux groupes, pas de différence en termes d'infection du site opératoire, pas de différence qu'il y ait ou pas un drain en termes d'infection à distance, pas de différence en termes de complications post-opératoires et pas de différence sur le score clavien. Quand on regarde ensuite la durée d'hospitalisation, on se rend compte que la durée d'hospitalisation était plus importante, plus longue dans le groupe drainage, 5 jours versus 3 jours lorsque l'on ne drainait pas la cavité abdominale. Par contre, le taux de réhospitalisation n'était pas significativement différent entre les deux groupes. Et donc, le seul élément qui sort lorsque l'on draine le patient, mais finalement, on prolonge sa durée d'hospitalisation de 2 jours sans pour autant améliorer ses suites opératoires. Alors, on peut se poser la question du type de drainage. Peut-être celui-ci a-t-il une influence sur ces résultats? Eh bien, 38% des patients avaient un drainage passif, 62% des patients avaient un drainage actif, et comme vous le voyez, le type de drainage n'avait pas d'influence sur les suites, pas de différence en termes d'iso superficielle et pas de différence en termes d'iso profonde. Et donc finalement, cette étude ancillaire apporte un autre élément factuel dans la prise en charge des cholécystites aiguës lithiasiques. Donc il faut réaliser des cholécystectomies célioscopiques précoces. Il ne faut pas drainer la cavité abdominale lorsqu'il s'agit d'une cholécystite aiguë de grade 1-2. Il ne faut pas donner d'antibiothérapie post-opératoire lorsqu'il s'agit d'une cholécystite de grade 1-2. En conclusion, donc, la standardisation de la prise en charge de la cholécystite aiguë lithiasique se poursuit. Reste la question en suspens de la nécessité d'une hospitalisation, et nous sommes actuellement en train d'évaluer la faisabilité de la prise en charge de la cholécystite en ambulatoire. Ce qui est factuel, c'est qu'il faut réaliser une cholécystectomie précoce sous célioscopie, qu'il ne faut pas drainer la cavité abdominale et qu'il ne faut pas donner d'antibiothérapie post-opératoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sabag. Je crois que nous avons un commentateur, Ab Fingerhut. Merci. D'abord, je dois féliciter l'orateur et les investigateurs pour cette étude dont j'ai eu connaissance déjà il y a plusieurs mois, donc j'ai relu plusieurs fois. Cette étude est remarquable. Cependant, il y a
une définition de base que tu viens de mentionner, qui n'est pas mentionnée dans l'étude. Qu'est-ce que tu entends par une cholécystectomie précoce? Alors ça, c'est effectivement une bonne question, et ce point était resté un petit peu en suspens. Une cholécystectomie précoce, c'est une cholécystectomie réalisée dans les 5 premiers jours suivant la douleur. Voilà. Mais effectivement, c'était pas complètement précisé. Voilà. Oui, je crois que c'est une très bonne notion qu'il faut rappeler. Ensuite, je ne vais pas entrer dans la méthodologie. Il y a peut-être simplement à dire que la méthodologie qui a été employée était une étude de non-infériorité, et effectivement, la conclusion est arrivée comme tu l'as dit. La seule question que je peux me permettre, c'est comment a été choisie la marge de 11%. Est-ce que tu peux faire un commentaire là-dessus? Alors, je ne suis pas un expert absolu des statistiques, mais disons que c'est une marge qui n'a pas été choisie au hasard. C'est-à-dire que quand on prend les données de la littérature, le taux d'infection post-opératoire maximal est de 20%, et donc c'est la moitié de cette marge par rapport à la borne qu'on s'était fixée. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'explique, mais... C'est ce qui a été expliqué dans l'article. Okay, mais je crois que c'était utile de le rappeler. Bon, j'ai une dernière remarque, et puis je pense que la discussion va venir de vous. C'est qu'il y a d'autres antibiotiques qui sont efficaces dans cette même pathologie, et notamment les quinolones, par exemple, pour n'en citer qu'une catégorie. Quelle a été la motivation de ce choix d'antibiotiques? Le choix d'antibiotiques, il s'est fait effectivement après plusieurs discussions, parce que comme on l'a vu dans la littérature, il y a plein d'antibiotiques qui ont été utilisés. Le choix de l'antibiotique, il se fait finalement sur ce qui est le plus fréquemment réalisé en France. Et donc, et c'est comme ça qu'a été fait ce choix. Il est contestable, donc ce papier, je ne l'ai pas mis au début, donc il a été publié dans le JAMA, une revue américaine, et ça posait un peu, à un moment donné, quelques questions sur des relecteurs, puisqu'il n'y a pas d'augmentin aux États-Unis, et donc ça a failli poser problème dans la publication. Voilà, le choix a posteriori, mais c'est le choix qu'on aurait fait, puisque c'est ce qui est le plus fréquemment réalisé. Mais méfiance, finalement, le message, c'est méfiance quand on fait un essai prospectif randomisé, de penser après à la publication, et voilà, le choix n'est pas anodin dans ce D'accord, but. très bien. Bon, ben c'est à toi, Bertrand. Merci. C'est le moment de poser des questions. Je voudrais juste avant poser une question d'orthopédiste. Nous avons constaté en orthopédie que le traitement antibiotique très court, pré- et péropératoire avait diminué considérablement le taux d'infection, alors que le traitement post-opératoire, effectivement, ne servait à rien. Est-ce que dans la lithiase vésiculaire, enfin dans les cholécystectomies ou cholécystite aiguë, vous faites un traitement pré- et péropératoire bref ou pas du tout? La réponse est oui. Dès que le diagnostic de cholécystite est posé, il faut débuter une antibiothérapie. Le niveau de preuve pour cela n'est pas très important. En tout cas, dans les données de la littérature, ça semble diminuer le taux de sepsis post-opératoire et le taux d'infection de parois. Voilà. Alors que le post-opératoire ne sert apparemment à rien. Ouais, c'est un peu la même constatation qu'on a en orthopédie. Qui a une question à poser? Oui, je vous félicite pour ce travail qui est très intéressant. Je regrette quand même qu'on n'ait pas donné les résultats du prélèvement de bile au point de vue bactériologique. Bien sûr, vous avez dit qu'il y avait 30% de liquide stérile, de bile stérile. Nous avons fait une thèse sur les prélèvements bactériologiques et nous avons trouvé une extrême variabilité des germes trouvés. On avait même trouvé du staphylocoque, du streptocoque, etc. Et on comprend alors que le traitement antibiotique est assez aléatoire si on le prescrit sans avoir la nature des germes trouvés. Alors vous avez raison, donc ce travail est en cours, et effectivement il y a une grande variabilité dans la nature des germes retrouvés. Voilà. En tout cas, ça ne semble pas modifier les résultats de l'étude, mais c'est vrai que c'est un résultat en soi.
Yves Chapuis. Oui, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, parce que je ne vais pas parler du bien fondé de l'antibiothérapie ou non après cholécystectomie. Mais ce qui m'a frappé, c'est que vous avez une série importante, multicentrique, de 414 cholécystectomies. Et sur ce lot, y a-t-il eu des plaies de la voie biliaire principale? Probablement parce que, quand je me souviens très bien du travail de notre ami Pruvot de Lille, et nous avions été assez impressionnés lorsqu'il a publié son travail de voir que la cholécystectomie cœlioscopique, dont j'ai été d'ailleurs un très chaud partisan dès son début, comportait des plaies de la voie biliaire principale. Alors, c'est donc la question n'a rien à voir avec une communication, mais est-ce qu'à la suite de cette enquête, vous pouvez nous donner une idée de cet accident grave péropératoire? Alors, oui, il y avait des plaies puisque ça faisait partie des éléments pour lesquels il y avait une différence entre la population en intention de traiter et en pair protocole. C'était quand même un événement extrêmement minoritaire qui était inférieur à 1%. Voilà, mais il y avait effectivement des plaies. Je voudrais rajouter un commentaire sur ce sujet, parce que ces plaies de la voie biliaire font partie des événements qui sont suivis de façon ciblée par l'organisation de l'accréditation individuelle des chirurgiens de la spécialité en matière de gestion des risques. Et le lien qu'il y a est, à mon avis, très important. C'est que, Sebag a insisté sur la nécessité du caractère précoce de la cholécystectomie en cas de cholécystite aiguë. Or, quand on analyse les événements indésirables qui sont communiqués en matière de plaie biliaire, c'est pour constater qu'un facteur majeur de plaie biliaire est les cholécystectomies pour cholécystite aiguë qui surviennent de façon retardée. C'est-à-dire c'est des patients pour lesquels il y a eu des tentatives non contrôlées de traitement médical au départ et qui se retrouvent transmis pour échec de traitement antibiotique au service de chirurgie et qui vont être opérés avec 8, 10, 12 jours de retard par rapport au déclenchement. Et là, dans ces circonstances-là, il y a un fort risque de plaie biliaire. Et donc, il faut rajouter dans les arguments qui justifient la cholécystectomie précoce le fait que c'est probablement une bonne façon de prévenir les risques de plaie biliaire pour le patient. Merci. Pas d'autres questions. Merci beaucoup de cette belle communication.